C'est bon, ça marche. Ok, bon bonjour tout le monde, on va pouvoir commencer. Merci de nous rejoindre ce matin sur la présentation des groupes de travail AFR. Je pense que vous allez avoir plein de questions. Et ça va être pour nous aussi l'occasion de vous expliquer un petit peu effectivement qu'est-ce que les groupes de travail, comment ça fonctionne, en quoi ça consiste, quels sont leurs objectifs. Donc on va être plusieurs à prendre la parole pour vous les présenter, ceux qui sont actifs et puis il y en a qui sont encore inactifs. Mais bon, voilà, on va vous expliquer un petit peu tout ça. Sarah, est-ce que tu veux Allez, peut-être... c'est parti. Donc, l'idée des groupes de travail, quelque part, ça va être d'essayer de rassembler des personnes sur des thèmes, sur des sujets métiers. Pourquoi? Parce qu'on est intimement convaincu qu'aujourd'hui, le collectif peut faire beaucoup, qu'on a tous à apprendre de ces groupes de travail. Et après, bien entendu, pas toujours avec les mêmes rôles. Tout le monde est le bienvenu dans un groupe de travail, même s'il n'a pas encore une énorme expertise sur le sujet. Au contraire, d'ailleurs, on est tous là aussi pour apprendre. Donc voilà, l'idée de ces groupes de travail, c'est travailler de façon collective, c'est croiser les expériences, les compétences. C'est aussi essayer, bien entendu, de permettre et d'aider, en tout cas que le collectif aide à faire avancer certains sujets avec, au bout, un objectif qui est défini par le groupe de travail lui-même, pour faire très simple. Ah, j'ai du mal. Allez, du coup, à toi, je l'ai presque déjà dit celle-là, mais à toi de jouer. Ouais, donc effectivement, pour les groupes de travail, ce qui est important, en fait, on les a commencés il y a quelques mois. Et c'est vrai que maintenant, on avait vocation, si vous voulez, un peu à les structurer parce qu'il y en a beaucoup qui ont montré, on va dire, une vraie volonté d'y participer. Et puis, au moment, on s'est fait un petit peu déborder par tous les gens qui étaient là et qui voulaient... Ah là là, c'est chiant ce truc, admettre tout. Qui voulaient participer. Donc aujourd'hui, en fait, Aurélie, justement, est ici présente, va venir nous aider à les structurer, à les coordonner. Alors, qu'est-ce que la structure de ces groupes de travail? Déjà définir un objectif précis, ensuite déterminer une thématique. Oula. Alors, qui est en... Il n'est pas en mute. S'il vous plaît. Ensuite, quelles sont la fréquence et la durée de chaque atelier? Déterminer un animateur, ça c'est, on va dire aujourd'hui, très important pour qu'il y ait un référent sur chaque thématique. Si vous voulez, en fait, l'association des AFR aujourd'hui a posé un cadre qui est celui de la finance responsable. On met à disposition des moyens, des outils, des ressources humaines. Mais en fait, ce qui est important, c'est que chacun puisse se sentir en fait acteur dans une thématique qui lui tient à cœur, de la développer et puis de la promouvoir, de sensibiliser, de communiquer dessus. Donc, si en fait vous avez une thématique qui vous tient à cœur particulièrement et dans laquelle vous voulez sensibiliser le milieu de la finance, c'est là en fait où vous pouvez intervenir et créer ces groupes de travail. Comme vous pouvez voir sur le site internet, on a fait plusieurs listes. En fait, il y en a plein qui sont inactifs et d'autres actifs. Et en fait, c'était juste pour vous montrer ce qui était possible de faire en fait en termes de création de ces groupes. Donc, ce qui est important, c'est de déterminer un animateur qui va être référent, qui va vraiment coordonner un peu en mode de gestion de projet ce groupe de travail. Et ensuite, il peut y avoir plusieurs types de participants. Donc, des participants qui vont être vraiment acteurs parce qu'ils vont avoir une expertise particulière sur ce groupe de travail. Et puis, des participants qui peuvent être plus spectateurs, parce qu'en fait, c'est une notion, un thème qui les intéresse fortement, mais qui ne se sentent pas encore en fait capables de apporter quelque chose sur la connaissance et qui, eux, veulent plutôt monter en compétence dans ce domaine. Mais ça n'empêche pas, même si on est spectateur, de pouvoir participer, notamment à assister à organiser le groupe de travail, à prendre les minutes, ou même peut-être à faire des recherches spécifiques liées à ce groupe. Donc, tu veux parler des différents types de groupes de travail, Sarah? Oui, si tu veux. Alors, peut-être pour compléter ce que tu disais, effectivement, un point, il y en a peut-être certains ici qui se disent: oh là là, être animateur d'un groupe de travail, j'ai jamais fait ça. Est-ce que je vais réussir à y survivre? Rassurez-vous, c'est tout le but du travail d'Aurélie et du travail qu'on a avec Olivia, c'est de vous préparer le terrain pour que ce soit facile. C'est de créer un cadre, finalement, qui fait que les animateurs ne vont pas se sentir perdus, même si vous ne l'avez jamais fait. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur et que vous voulez le creuser, on vous aidera du coup à prendre un peu les manettes de votre groupe de travail pour que tout se passe bien. Et du coup, effectivement, des groupes de travail, il y en a
pour faire simple, 2 sortes. Des groupes de travail qui sont liés à des thématiques. Vous verrez un petit peu après, mais on a plein de sujets en fait qui sont ressortis, dont on a discuté des ponts qu'on pouvait faire entre finance et quelque chose. Et donc ça, c'est les groupes de travail par thématique. Il en existe déjà quelques-uns qui sont actifs, mais on a fait en tout cas remonter beaucoup de thèmes sur lesquels il y avait des personnes qui voulaient contribuer. Ils n'ont pas encore trouvé leur animateur, donc l'idée aussi, c'est de réussir à cibler, que vous puissiez savoir ce que vous voulez faire dans tel ou tel groupe. Est-ce que vous êtes plutôt un contributeur? Est-ce que vous voulez prendre le lead sur un sujet, vous vous sentez prêt à le faire? Ou bien est-ce que vous êtes simplement là pour écouter, apprendre, etc., etc. Et donc, du coup, thématique d'un côté et métier de l'autre, puisque on sait aujourd'hui dans les AFR qu'on a énormément de profils différents. On a des métiers qui se parlent petit à petit les uns les autres, mais qui sont très différents. Donc, l'idée de ces groupes de travail par métier, c'est de rassembler des professions pour discuter de ces grands sujets que sont l'éthique, la responsabilité dans notre quotidien professionnel. Et donc, finalement, de la même façon, si vous n'êtes pas dans tel ou tel métier, c'est pas grave, vous pouvez venir visiter le groupe de travail par métier. Vous serez peut-être pas contributeur au début, mais ça peut être intéressant aussi pour ceux qui veulent peut-être se réorienter vers un nouveau métier. Du coup, embarquez-vous avec, avec ceux du groupe de travail du métier concerné. Ça vous donnera des pistes, ça vous permettra de rencontrer vos pairs, ou en tout cas vos futurs pairs. Et donc voilà, c'est tout l'idée de ces groupes de travail par métier. Voilà, en fait, on avait fait une slide On après avait pour fait. vous expliquer. Voilà, ça sera là. Alors maintenant, présentation des groupes de travail pour rentrer un peu plus dans le détail sur ce qui est actif aujourd'hui ou pas dans l'association. Alors le premier, finance et agroforesterie. Donc c'est un des premiers groupes de travail un peu qui s'est mis en place grâce notamment à un adhérent, Mathieu, qui est un agriculteur et qui a fait part en fait de sa difficulté en tant qu'agriculteur à pouvoir financer, on va dire, son activité d'agroforesterie qu'il aimerait mettre en place et que cela soulevait en fait pas mal de questions liées à la finance, liées à des modèles financiers qu'il pouvait mettre en place, etc. Donc, en fait, il nous a lancé un petit peu le côté, OK, groupe de travail par thématique. Donc, c'est moi qui me charge, en fait, d'animer ce groupe de travail. Donc, l'objectif de ce groupe, c'est lever tous les blocages financiers que pourrait rencontrer un agriculteur lorsque celui-ci voudrait se lancer dans l'agroforesterie. Alors, on ne prend pas tous les thèmes non plus n'importe comment. L'agroforesterie est un véritable enjeu aussi bien social qu'environnemental aujourd'hui dans le milieu de l'agriculture. Et ça va bien au-delà parce qu'il y a un impact E, il y a un impact S qui sont forcément qui sont très forts. Notamment, en petite parenthèse, l'ADEME a cité l'agroforesterie comme étant un des modèles d'agriculture qui permettrait la neutralité carbone en 2050. Donc, c'est un véritable enjeu aujourd'hui. Et donc, justement, le deuxième objectif de notre groupe de travail, c'est de présenter ça en fait au secteur d'investissement, aux financiers, pour leur expliquer c'est quoi l'agroforesterie, c'est quoi les impacts ES de cette thématique et quel est l'intérêt financier d'investir dans ce type d'agriculture. Donc, c'est tout l'enjeu, en fait, c'est d'aller ensuite convaincre des financiers de flécher les investissements vers ce type de projet. Donc, pour ça, on a développé notamment dans ce groupe de travail des partenariats avec notamment l'Association française d'agroforesterie. On a aussi Atmolsiva et puis à peu près on a une quinzaine de personnes, on a des membres ambassadeurs, des membres adhérents qui contribuent donc à ce groupe. L'objectif du livrable, en fait, ça on n'en a pas parlé, mais chaque groupe de travail pourra déterminer en fait un objectif de livrable qu'il mettra à disposition ensuite au grand public. Donc nous, je pense que ce sera un livret blanc pour justement avoir un peu cette méthodologie pédagogique sur l'agroforesterie et peut-être un documentaire, qui sait, on verra, mais en tout cas, ça a été soulevé aussi comme possibilité. Ensuite, l'autre groupe, Sarah, le tien. Allez, c'est pour moi. Du coup, un autre sujet qui vous a beaucoup parlé, on a fait un coffee meeting dessus qui était animé par Nicolas Kulakowski, qui était sur le sujet du biomimétisme au sens large. Et on a eu l'occasion, durant cet événement, de rencontrer l'équipe du Biomiminvest, qui est représentée aujourd'hui par Alain Renaudin. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure des échanges qu'il y avait un vrai intérêt pour les AFR sur le sujet. Et c'est du départ de ce coffee meeting
donc que l'on a créé ce groupe de travail, qui est le groupe de travail biomimétisme et finance. Pourquoi ? Parce que finalement, dans ce sujet très large qu'est le ESG, dans ce sujet très large qu'est la finance responsable, on a pas mal de personnes dans l'association qui nous ont fait part de leur intérêt au sens large pour la biodiversité, pour la nature. Et plusieurs personnes de l'asso avaient déjà eu des contacts. C'était mon cas aussi avec des équipes de recherche dans le biomimétisme. C'était le cas aussi de Nicolas. Et donc finalement, de fil en aiguille, on s'est dit qu'il y avait un vrai sujet à croiser, finance et biomimétisme. Et il s'avère qu'on n'était pas les seuls à se dire ça, puisque de leur côté, les équipes de la Biomime Expo étaient en train de développer un projet qui s'appelle Biomime Invest et qui a pour objectif d'évaluer, d'accompagner, de développer des entreprises qui ont des innovations bio-inspirées qui vont avoir un impact positif sur la société. Donc finalement, le monde de la recherche et le monde des financiers est assez facilement tombé d'accord pour dire que ce groupe de travail pouvait faire du sens. C'est un groupe de travail qui est finalement très jeune, puisque le projet Biomime Invest en tant que tel a été lancé en décembre 2020. Et aujourd'hui, on a à peu près, voilà, on a fait deux réunions. On est encore sur un projet qui est assez balbutiement dans le sens où aujourd'hui, il n'existe pas encore, tout simplement. On sait qu'il y a de vrais besoins dans le sens où, alors je vois que quelqu'un lève la main, c'est Stéphanie, je Ouais, crois. Stéphanie. Je t'en prie, Stéphanie, si tu veux Je te laisse finir, Sarah. comme tu veux. Allez, ça marche. Du coup, effectivement, je termine. Donc, ce groupe de travail, il n'existe pas encore, ça débute. L'idée, c'est qu'on mette nos compétences financières au service des équipes du Biomime Invest, qui, eux, n'ont pas du tout, finalement, notre profil. Ce n'est pas forcément des financiers. Nous, oui. Donc, c'est un vrai travail pluridisciplinaire, pour le coup. Et donc, les objectifs, finalement, c'est mettre des compétences au service de ce projet, voir ce que l'on peut développer dans le sens où on a d'un côté des entreprises, de l'autre côté des financeurs et à côté de la recherche. Comment on fait les ponts entre tout ça ? Et on essaie de se rencontrer. L'idée, c'est de le faire une fois tous les 2 mois et d'avancer petit à petit, étape par étape sur le sujet, sachant qu'aujourd'hui, voilà, on est plutôt dans l'esprit d'un support technique ou un support d'apport de compétences à un projet qui n'est pas forcément le nôtre, c'est projet partenaire, et qui va se bâtir au fur et à mesure. Ce n'est pas encore extrêmement cadré, mais ça viendra. Et s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre, eh bien, vous êtes les bienvenus. Faites-moi signe sur Slack et ce sera avec plaisir. Et du coup, Stéphanie, je te laisse nous en dire plus. C'est quoi le biomimétisme? Excellente question. Excellente question. C'est quoi le biomimétisme ? J'aurais dû commencer par là. Alors, le biomimétisme, qu'est-ce que c'est ? C'est se dire que la nature est une merveilleuse source d'innovation, dans le sens où elle est capable de nous donner des inspirations et qu'on peut s'inspirer du vivant pour innover dans des produits ou dans des services. Pour te donner un panel rapidement d'exemples. Le biomimétisme, c'est quoi ? C'est le velcro que tu as sur les baskets, par exemple. Eh bien ça, ce sont en fait des fleurs. C'est de ça dont on s'est inspiré pour pouvoir faire ces accroches. Et il y a des milliers d'exemples comme ça. On a fabriqué des cols qui imitaient la texture qu'il y a sous les pattes des lézards, par exemple. Et ça permet d'avoir des cols sans chimie, qui sont en fait, les choses se posent et elles se collent sans aucun produit chimique. C'est aussi, ça peut être aussi toutes les activités quand tu vois dans le management, on a des pratiques de coopération entre des entreprises, etc. En fait, il y a des chercheurs qui étudient de leur côté des modèles naturels complexes comme des forêts, des récifs de corail, et qui vont regarder comment les écosystèmes fonctionnent pour ensuite appliquer ça à la nature, à l'économie, avec pour ambition de faire émerger des innovations scientifiques, qu'elles soient sur des produits, des services. Et donc finalement, c'est une super bonne raison de dire qu'il faut protéger la biodiversité parce que, pour rappel, on n'en a pas découvert, je crois il en reste encore 80% à découvrir. Donc l'idée, c'est pas seulement protégeons la biodiversité parce que c'est beau, c'est aussi protégeons la biodiversité parce qu'en fait, elle nous offre énormément de choses qu'on n'a même pas encore découvertes. Et donc, avant toute chose, il faut la protéger. Et le biomimétisme est une façon de raconter une histoire sur le sujet. Et donc, bien entendu, l'exercice est là aussi de pouvoir flécher les investissements qui sont inspirés du vivant, être capable de financer la recherche pour qu'elle puisse se développer et en bout de chaîne, qu'on ait des innovations qui nous servent et qui soient toujours plus durables, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur celui-ci? Juste pour info, Stéphanie, dans la Dropbox AFR, Ouais. tu pourras trouver en fait plein d'informations, notamment il y a le dossier groupe de travail et dedans, en fait, c'est classifié par thématique. Et D'accord. je sais que Alain avait donné plein d'informations. Je me demande si c'est pas dans le groupe de travail où tu peux voir plein d'illustrations en fait du biomimétisme et c'est quoi. C'est ça, on avait des slides aussi et je crois qu'il y a de toute façon, il y a un replay, je pense, qui est Ouais, disponible aussi, aussi, ouais. donc qui est le replay du Coffee Meeting en question. Donc cette fois-ci dans la rubrique Coffee Meeting. Mais comme ça, si ça t'intéresse, Ok, il d'accord. y a de quoi faire, il y a de la matière et si ça te branche, tu es la bienvenue. Voilà. Merci. Alors, ensuite, finance et spiritualité, notre chère Josette. À toi de jouer. Ah, Josette. Alors Josette, on ne t'entend Ah, pas. tu as... Josette, Ah, ça ah y est. bon? Ça y est, on Voilà, t'entend. ça y est. Voilà. Bon, effectivement, bonjour à tous. Bon, je suis très heureuse de venir vous parler de spiritualité en parlant de finances. C'est vrai qu'en principe, c'est un petit peu, c'est assez séparé. Alors voilà, donc bien évidemment, j'ai écrit mon petit texte parce que 5 minutes pour développer ce thème-là, vraiment trop difficile. Alors voilà, donc je vais essayer de contenir dans les 5 minutes qui me sont allouées et je vais vous dire ceci. Consciente de la difficulté d'associer deux univers que tout oppose, je me suis amusée à chercher ce qui pourrait les unir. Et dans cet exercice, j'ai trouvé la vie. Voici ce qui m'est venu. Au cœur de la finance, l'argent capable à lui tout seul de souffler le chaud et le froid sur la vie, et nous voyons ce qu'il est capable de souffler lorsqu'il agit sans conscience, n'ayons pas peur des mots, la mort plutôt que la vie. À la racine de la spiritualité, l'esprit, avec un grand E, qui anime tout ce qui vit sur Terre. Et qu'est-ce que l'esprit, si ce n'est cette conscience qui, au niveau planétaire, dans sa grande intelligence, veille au bon ordre de l'univers et à la préservation de la vie, et nous voyons ce qu'il advient lorsque cet ordre et la vie elle-même sont mis en danger. Et au niveau humain, qu'est-ce que l'esprit, si ce n'est cette conscience offerte à l'homme et à la femme pour diriger leur vie en conscience et honorer le vivant en prenant soin. L'esprit, la conscience, l'être, la vie, une seule et même réalité découverte en cheminant. Et c'est à ce niveau d'être que je souhaiterais porter le groupe Finance et Spiritualité au-delà de toute appartenance religieuse, agnostique ou athée, afin d'offrir à la conscience dans cet espace tout le loisir de s'exprimer. Faire de la conscience au sein des AFR, d'une part un guide, en se conformant à sa loi et elle seule. D'autre part, un bouclier permettant de nous préserver de toute tentative de récupération à des fins purement égotistes, sans intérêt réel pour la cause. Je le dis souvent, nous ne changerons pas le monde avec nos petits bras musclés. Nos petites personnes ne sont pas à la hauteur des enjeux de demain. Et je fais bien de parler de hauteur, car il s'agit précisément d'élever le niveau de conscience de l'humanité si l'on veut transformer notre pauvre monde, déboussolé, déstructuré, en perte de repères et de sens. Seuls des êtres éclairés par la conscience et désireux de se soumettre à sa loi seront capables d'affronter ce qui nous attend avec notamment une certaine intelligence artificielle. La morale, l'idéal, c'est bien. Il en faut, bien sûr, tant que la conscience n'est pas suffisamment éveillée pour dicter sa loi. Mais si nous voulons faire un véritable développement durable qui traversera les générations et les siècles, il nous faut œuvrer pour parvenir à laisser la conscience agir à travers nous, et cela passe par le grand ménage intérieur que nous devons entreprendre pour dégager la voix et être capable d'entendre sa voix, VOIE, VOIX, comme vous voulez, en fait les deux. Laisser la conscience agir en soi. Ceci peut sembler bien abstrait. Et comme les choses sont bien faites, en voici une illustration avec un épisode vécu il y a simplement quelques jours. Réveillé en sursaut, en pleine nuit, par 2 mots cinglants, dont j'identifie la source et dont j'entends le sens. Ma conscience venue m'alerter sur les dangers d'une orientation que j'avais prise et qui n'était pas à son goût.
Saine réorientation à la lumière de cet avertissement, j'empruntais une autre voie, m'évitant bien des écueils, avec une voie qui se serait révélée tôt ou tard sans issue. Et puis, avant de conclure, j'aimerais dire ceci. Nous avons la chance chez AFR d'être guidés par la conscience. Je la vois bien qui s'exprime dans vos actes, tournés vers cette cause sacrée qu'ensemble nous défendons, la vie. Hélas, tout le monde n'a pas cette chance. Nous devons en être conscients pour être capables de tendre la main aux individus qui, privés de conscience, n'ont de cesse de sacrifier le vivant sur l'autel d'un toujours plus insatiable. Cette envie de main tendue, je la ressens au plus profond de moi. Je ne peux leur jeter la pierre, ayant été à bonne école, si j'ose dire. L'argent roi, je connais. Je l'ai fréquenté dans mon enfance, dans mon adolescence, ce qui m'a permis très tôt d'être alertée sur les dangers qu'il représentait pour ma richesse intérieure. Ce fut pour moi un véritable chemin de conversion pour passer de l'argent roi fascinant, malgré tout, de l'enfance, à celui que je nomme le bon argent, dont je dis qu'il est l'argent libre qui libère, à commencer par soi. Libre de faire le bien au service de la vie et elle seule, et qui libère parce qu'il préserve la richesse intérieure et par là même la paix et l'harmonie en soi. Ceci étant, je terminerai sans proposer de programme pour le groupe Finance et Spiritualité. Le chemin se dessine en cheminant, nous le savons bien. Ici, il ne s'agira pas de faire ni d'agir, mais d'être. Chaque participant ou participante arrivera avec ce qu'elle est, ce qu'il est, et ensemble, nous tenterons de nourrir ce lieu dédié à l'être dans son évolution vers plus de conscience. Et ce serait merveilleux si nous parvenions à trouver dans cet espace la clé qui permettrait de réaliser mon rêve de la main tendue. Parvenir non pas à renverser la table, mais à donner envie à ces gens-là, ceux qui sont malheureusement des esclaves du maître argent. Et je ne fais pas du tout l'amalgame, il ne s'agit pas de ne pas avoir d'argent. Ce n'est pas du tout cela, hein, pas du tout. Il s'agit de ne pas se soumettre à l'argent. Ça n'est pas la même chose, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Donc, parvenir non pas à renverser la table, mais à donner envie à ces gens-là de la renverser eux-mêmes en prenant conscience des conséquences de leurs actes mis au service de la destruction quand ce n'est pas la mort. Je suis désolée de terminer sur ce mot, mais voilà ce que je souhaitais vous dire en quelques minutes. Je vous remercie de votre écoute et je me tiens à disposition pour répondre aux questions lorsque sera venu leur temps. Voilà. Merci beaucoup, Josette. Effectivement, après, dès qu'on a fini de présenter tous les groupes, il y aura toutes les questions qui pourront être posées. Finance et bien-être animal. Bah, après Josette, c'est toujours un peu difficile. Hein. Mais ça en fait partie, hein, c'est la vie. Hein. Ça en fait partie. Alors, ce groupe n'est pas encore vraiment très, très actif. Il commence à le devenir. Pareil, je suis un peu à l'origine du groupe. L'objectif, comme vous avez compris sur les thématiques, sensibiliser le monde financier sur cette thématique, donc le bien-être animal, comme étant une composante du E de ESG. On oublie assez souvent que ça fait partie du E parce que bon, bah, il n'y a pas un indicateur spécifique animal, donc c'est dans l'environnement, mais il ne faut pas l'oublier. Et puis, informer le monde financier que le secteur du bien-être animal est un secteur d'investissement rentable et d'avenir. Et je suis en train de pencher dessus parce que le 18 juin, je fais une présentation notamment à l'ESSEC où il parle de la finance et le bien-être animal / véganisme. Bon, après, c'est un autre sujet. Et donc, l'objectif, voilà, c'est de faire prendre conscience, encore une fois, sensibiliser sur cette thématique pour qu'il y ait un fléchage des investissements, de l'argent, de l'épargne qui est qui dort dans ces comptes qui font parfois vers d'autres activités pas forcément très durables. Bah, qu'il y a tout ce secteur-là qui attend qu'une chose, c'est d'avoir un peu plus d'argent pour prospérer et devenir rentable. Donc, voilà. Aujourd'hui, donc le livrable sera déterminé. Le groupe n'est pas encore constitué, vraiment réellement. On a quelques personnes, des partenariats sont en train de se mettre en place.
des personnes sont intéressées, mais il n'y a pas encore eu de premier groupe de travail officiel sur le bien-être animal. Voilà. CGP responsable. Simon. Simon, es-tu là? Ah. Il n'a pas l'air d'être là. Je regarde. Simon, s'il est là. Il n'est pas encore en visio? Bah, écoute, je sais pas. Normalement, si. Il a Sinon, on indiqué qu'il passe. avait un rendez-vous client à terminer sur Ouais. la Ok. conversation. Il doit être sur une Bon, autre on visio. va passer. Bon, bah, je vais enchaîner sur celui-ci, on reviendra après. Le compliance officer responsable, voilà, encore un métier que je connais bien. Donc là, en fait, on vous avait présenté donc en première partie les thématiques. Et là, on passe plus donc sur les groupes de travail organisés par métier. Donc, comme le disait, juste un petit rappel, Sarah, en début, effectivement, l'objectif de ces groupes de travail par métier, c'est très important parce qu'une institution financière, finalement, elle est composée d'hommes, de femmes, chacun exerçant un métier spécifique en lien avec l'activité de la structure. Ce que nous avons identifié, c'est quels pouvaient être les métiers qui étaient des maillons importants finalement de la chaîne de valeur d'une institution et que ce métier devait évoluer pour y intégrer de nouveaux indicateurs pour faire face à ces enjeux sociaux et environnementaux. Le compliance officer, c'est un exemple très intéressant et très parlant finalement. Ça fait 13 ans pour ma part que je fais ce métier. Je n'ai jamais eu l'impression de lutter contre le réchauffement climatique ni les inégalités sociales. Alors oui, effectivement, on lutte contre le blanchiment, la fraude et la corruption, mais ça s'arrête là parce qu'il y a un aspect réglementaire très important. Entre parenthèses, depuis le 3 juin, maintenant, la criminalité environnementale est dans le blanchiment. Donc ça, je suis hyper contente. C'est un angle réglementaire pas du tout anodin. Mais disons que, effectivement, c'est un métier qui est assez stratégique aujourd'hui dans les institutions pour pouvoir faire évoluer celles-ci face à ces différents enjeux. Il y a un aspect réglementaire et il y a un aspect hiérarchique aussi qui est important parce que souvent, le compliance officer a un accès à la direction. Donc, il y a un vrai rôle en fait de sensibilisation, d'information auprès de la direction. Et ensuite, il y a un travail sur la culture d'entreprise, la culture de l'éthique qui est de son domaine. Et ça, il doit travailler vraiment en collaboration étroite avec les personnes de la RSE. Souvent, ce n'est pas forcément le cas. Donc, l'objectif du groupe de travail, c'est déjà donc, de sensibiliser cette communauté des compliance officers finalement sur leurs possibilités et leur champ d'action qu'ils ont à disposition grâce à leur métier. Et ensuite, ça va être de les former pour qu'ils acquièrent de nouvelles connaissances et compétences par rapport à ces différents enjeux. Alors aujourd'hui, notre première action dans ce groupe de travail a été d'élaborer un sondage auprès de la profession pour comprendre quel était le degré de maturité en fait, des compliance officers par rapport à ces enjeux socio-environnementaux. Il y a à peu près 100 personnes qui ont répondu à ce sondage. Et en fait, 70% étaient vraiment pour l'intégration donc, de ces nouveaux indicateurs dans leur métier pour le faire évoluer. Mais en fait, ce qui manque cruellement, c'est de la formation. Donc, notre deuxième action en fait, au sein du groupe de travail, ça va être de créer ces modules de formation qui vont intégrer la RSE dans le métier de compliance officer. Donc, comment on fait évoluer ce métier? Donc, on a fait plusieurs sous-groupes aujourd'hui en fonction des différents types d'institutions financières, banques, sociétés de gestion, je ne sais plus, il y a assurance aussi, je ne suis plus sûre si on a assurance. Et puis aussi, on a les entreprises parce qu'il y a des compliance officers aussi du côté des sociétés. Et ces personnes-là également, elles ont un rôle très important à jouer sur cette sensibilisation au niveau de la direction. Donc voilà un petit peu l'illustration sur ce groupe de travail et où est-ce qu'on en est. Les DAF responsables. Alors, je sais que Béatrice, elle nous a demandé de lui envoyer un petit message quand elle pouvait se connecter. Alors, je vais lui envoyer, hop, parce qu'elle ne pouvait pas nous rejoindre toute la réunion.
Et je ne sais pas si Simon... Après, peut-être que si Simon ne peut pas, il y a quelqu'un du groupe de travail des CGP qui pourrait expliquer un petit peu peut-être... On est plusieurs ce matin, je crois, Bah ouais, à c'est s'en pour ça. occuper. Après, si Simon ne peut pas, peut-être que vous pouvez être même à plusieurs pour expliquer un petit peu le Mais groupe. Simon, c'est vraiment celui qui mène le groupe et qui fait le plus de travail, donc on va quand même lui laisser le lead s'il peut. Ok. Mais ouais. Et après, ok, sur la fresque, on finira après par ça. Donc, il manque juste Simon et Béatrice. Mais si jamais vous voulez quand même parler en attendant, ça serait pas mal. Bonjour à Eh bien, tous. Je fais partie du groupe CGP Responsable. Alors, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour en parler parce que je suis peut-être une des dernières arrivées et je n'ai pas participé encore à beaucoup de réunions, mais juste pour en dire 2 mots en attendant si Simon se connecte. De ce que j'ai compris, l'idée, c'est de éventuellement définir une charte déjà de ce que c'est qu'un CGP responsable, les responsabilités aussi liées au métier avec la réglementation. Et du coup, il y a cette partie-là. Et après, c'est aussi un groupe où moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'entraide entre nous et voilà, des partages d'expériences. Et donc, je ne sais pas combien on est là sur aujourd'hui présent de CGP. Mais voilà, c'est d'une part définir qu'est-ce qu'un CGP responsable et comment apporter un conseil en respectant toutes les parties réglementaires et éthiques et responsables. Et après, ça va du coup sur les investissements, tel ou tel produit. Est-ce qu'il est vraiment responsable? Voilà, c'est creuser plus dans ce détail-là. C'est ma vision très superficielle de toute nouvelle arrivée dans le groupe. c'est ça. Merci beaucoup, Bénédicte. Et puis j'en profite Avec pour te saluer plaisir. parce qu'on n'a pas encore trop discuté dans le groupe. Ouais, moi je viens juste d'arriver, donc voilà. C'est vrai. Alors, les CGP responsables, en fait, la première chose qu'on a fait, effectivement, c'est faire une définition des CGP responsables. Donc, on a fait une définition, c'est le premier livrable, on va dire, qu'on a fait. Et ensuite, comme la finance responsable, l'économie sociale et solidaire sont des thèmes relativement larges et desquels beaucoup de monde parle sans forcément bien connaître. La première chose qu'on veut faire, nous déjà, c'est se former. Donc devenir meilleur, parce qu'il y a forcément, c'est ce que disait tout à l'heure Sarah, il y a un gros besoin de formation et on ressent ce besoin. Et comme disait très justement Bénédicte également, il y a ce besoin de collaborer entre nous. C'est-à-dire qu'on est plutôt des petits CGP, on est les plus gros, on doit être 3, 4 dans le cabinet, donc on est plutôt des petits CGP indépendants. Et le fait de nous retrouver et d'échanger sur les bonnes pratiques, c'est extrêmement bénéfique, ça fait du bien de se dire aussi oui, ce que tu fais, c'est bien, oui, ce que tu fais, non, ce que tu fais, ça pourrait être amélioré. Donc on échange sur beaucoup de choses, sur du réglementaire, sur du produit, sur des choses parfois un peu plus philosophiques, mais voilà, c'est extrêmement métier, c'est très métier pour le coup, c'est voilà, vraiment basé là-dessus et c'est vraiment nous tirer tous ensemble vers le haut et en se disant qu'on fait tous le même métier, mais qu'on n'est sûrement pas concurrents et qu'on est vraiment là pour se mettre au service de la finance responsable, la promouvoir, la faire progresser et se mettre au service de ce mouvement que nous voulons voir développer et non pas dévoyer. Merci. Kim, levez la main. Ouais, je ne vais pas parler au nom de Simon ni des autres, mais c'est vrai que je voudrais ajouter 2-3 mots. François-Xavier a bien résumé les choses. On est quand même passé d'un groupe de travail de, je sais pas, on en était 5-6 au départ. Ça commence à grossir considérablement et c'est assez actif. Et grâce à Simon qui a structuré tout ça, on a eu une démarche depuis quelques mois maintenant qui a été assez de discussion entre nous, de création des groupes de travail, de sondage. On a fait plusieurs sondages pour voir un peu les sujets qui intéressaient tout le monde. Ah ben voilà, il est là, Simon. Donc il va pouvoir parler. Et je voulais juste dire qu'il n'y a pas que des CGP aussi, c'est important. Moi, je suis CIF, je ne suis pas CGP. Il y a aussi d'autres gens qui viennent de l'AM ou de vendeurs de plateformes de produits, je crois. Il y a pas mal de gens qui sont, et tout le monde apporte un peu son point de vue. Donc, et c'est super. En tout cas, c'est super dynamique. Mais voilà, Simon est là, donc il va pouvoir prendre le relais. Moi, je n'étant que modeste deuxième secrétaire de séance après Angèle, voilà, j'ai apporté mon écho, c'est tout. CGP Voilà. est un terme large. Et voilà. Simon. Non, mais je n'ai pas grand-chose à rajouter. Ce que Bénédicte, FX et Kim ont dit, c'est un très, très bon résumé de tout. C'est vrai que la partie responsable, on la voit aussi sur la pratique du métier, des fois sur le conseil qu'on peut amener à nos clients, sans forcément parler de finances responsables. Des fois, on va se faire des partages sur… on parlait récemment du mandat de protection future. C'est des choses que certains ont découvert et qui vont pouvoir rajouter dans
dans leur approche conseil avec les clients. Et le plus important, c'est que on s'apprécie tous vraiment beaucoup. Ça fait du bien. On a toujours le sourire quand on bosse ensemble. On a réussi à avoir une organisation où chacun fait ce qu'il aime à sa fréquence, mais en même temps avec ce cadre qu'on a posé qui permet d'avoir une certaine sérénité, de savoir où on avance. Et encore une fois, c'est que le début. Je suis convaincu que là, ça va être de plus en plus important. On a de plus en plus de gens qui nous rejoignent et on a encore plein de belles choses à faire. Donc, merci à tous ce très beau groupe. Et puis, on espère que très prochainement, on pourra vous présenter encore plein de belles choses. Super, merci beaucoup. Alors, normalement, Béatrice, tu es là. Je suis là. Salut. Salut. Alors, je te laisse présenter le groupe DAF Responsable. Oui. Alors, le groupe DAF Responsable, je suis désolée, je n'ai pas fait attention au fait qu'il fallait que je remplisse l'équipe, mais on a aussi une super équipe avec Thomas, Hugo, Véronique, j'en oublie, Yvan. Bref, enfin bref, vous êtes quelques-uns. Ouais. Et on a eu aussi à un moment Caroline, mais qui nous a en tous les cas temporairement laissés pour des raisons professionnelles. Et bon, voilà, le groupe, on l'a constitué en janvier et on s'est cherché un petit peu au début et on s'est dit on a discuté avec pas mal de monde et on s'est dit qu'il y avait un énorme besoin de sortir les DAF de PME de leur solitude de DAF. Il y a toujours un DAF dans une PME, mais il n'y en a toujours qu'un. Ils sont peut-être nombreux sur Terre, mais ils sont tous seuls dans leur organisation. Et souvent, c'est des gens qui sont extrêmement occupés, débordés même, et qui n'ont pas forcément le temps d'aller voir ce qui se fait un peu de nouveau et de plus durable, responsable, etc., parce qu'ils sont déjà un peu noyés sous leur masse de travail. Donc, nous, on s'est dit qu'on allait faire un premier job qu'on a déjà initié, qui serait d'identifier les différents leviers qui sont à la main du DAF au sein d'une entreprise, parce qu'il y a des leviers, des techniques de changement, de changemaker dans la boîte, mais il y a aussi des outils, etc., qu'on peut mettre à la disposition. Donc, on s'est dit qu'on allait identifier cet ensemble de leviers et qu'ensuite, à partir de ces leviers, on aimerait bien faire un espèce de parcours du DAF, où on dirait un DAF dans une société, un DAF mature en finance durable, mais dans une société qui ne l'est pas. Voilà les outils, les bonnes pratiques qu'on peut lui transmettre. Un DAF qui n'est absolument pas mature sur aucun des sujets, ni sa boîte, voilà comment il peut s'initier au concept. Et voilà, faire un parcours du DAF et pour chacune des étapes, lui proposer des bonnes pratiques et des outils qu'on aura nous-mêmes par ailleurs, identifiés et vulgarisés, pour pas qu'il ait à re-rentrer dans toute la science qu'il y a derrière tout ça. Voilà. Et puis, on a eu finalement beaucoup d'échanges avec des chaires dans les universités, avec d'autres directeurs financiers, avec l'IFACI, je ne sais pas comment il s'appelle, mais en gros, l'ordre des experts comptables, l'ordre des commissaires aux comptes, d'autres qui ont créé des méthodes comme la méthode CARE, etc., pour essayer d'identifier les éléments extra-financiers. Et on voit que, alors, il y a beaucoup de boulot. Nous, on n'a pas du tout envie de réinventer la poudre. Il y a beaucoup de boulot, mais chacun est tout seul dans son réseau et en fait, rien n'est diffusé. Donc, soit on va chercher les infos, soit on ne les a pas, quoi. Donc, on est justement en train d'organiser un petit échange avec Olivia, parce qu'on se demande si, et aussi parce qu'on a deux partenaires qui nous l'ont éventuellement suggéré, on se demande si ce ne serait pas bien de pouvoir établir une plateforme dédiée aux DAF ou aux personnes qui ont envie de se poser ces questions de la finance responsable au sein de l'entreprise, et de venir là-dessus, nous, apporter un certain nombre d'éléments, les outils, tout ce que je vous ai dit sur le parcours, etc., mais aussi permettre
au DAF, parce qu'on voudrait bien que ce sera gratuit, parce que sinon, on a peur que les gens n'y accèdent pas si facilement. Mais en contrepartie de la gratuité, leur demander qu'ils viennent aussi nous faire des témoignages qui pourraient permettre à la communauté de DAF de grandir. Voilà, sur ces sujets. Parce qu'évidemment, on commence aujourd'hui en bas de l'échelle, entre guillemets, mais je pense qu'il y a énormément de choses qui vont se faire dans les années qui viennent. Il va falloir suivre tout ce qui va se faire et ouais, ça ne va pas forcément être super, super simple pour des équipes qui sont des fois très réduites au sein des entreprises. Et notre cible, c'est vraiment le directeur financier de la PME. Voilà. Voilà où on en est. Merci. Il ne reste plus qu'un dernier projet à discuter, puis après, on va pouvoir laisser place aux questions. C'est celui de la fresque de la banque et finance, qui, en fait, a été un sujet qu'on avait en tête pendant le début en fait, de l'association, mais qui était très compliqué, difficile, long à réaliser. Et en fait, on a un novembre ambassadeur, Gérald Augier, qui est arrivé avec la fresque de la banque et finance quasiment toute prête, toute faite. Et on a mis en place quelques groupes de travail justement pour commencer à discuter de cette fresque, nous, à essayer de nous l'approprier. Et puis, Gérald a eu plein d'obligations professionnelles qui sont rajoutées. Donc, il a dû abandonner un petit peu l'animation en fait, de cette équipe. Et donc, aujourd'hui, on a potentiellement 2 personnes qui reprendraient en fait, ce projet de la fresque de la banque et finance. Donc, c'est quelque chose qui va se remettre en route d'ici les quelques semaines. Et donc, l'objectif de cette fresque de la banque et finance, ça va être effectivement, il y aura 2 objectifs. Le premier, c'est d'essayer de vulgariser la finance pour le tout venant, parce que c'est un milieu qui est assez compliqué. Et finalement, comprendre c'est quoi la finance et c'est comment fonctionne une banque, bah, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ça va être un peu le moyen d'essayer de vulgariser cela pour le grand public. Et aussi, il y aura un deuxième objectif très important, c'est pour les salariés de ces institutions qu'ils arrivent en fait à se resituer encore une fois dans cette chaîne de valeur de l'institution financière dans laquelle ils évoluent pour comprendre où est-ce qu'ils se positionnent finalement dans cette chaîne de valeur et encore une fois, de comprendre quelles sont leurs actions, quel est leur pouvoir de rayonnement pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre par rapport aux enjeux de la finance responsable. Donc, il va y avoir tout un objectif un petit peu voilà, d'expliquer le cycle de vie de l'argent, comment ça fonctionne, comment en fait, vous déposez 1 euro sur votre compte en banque et comment est-ce qu'il vit jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est un gros challenge, mais on pense que c'est, encore une fois, ça fait partie un petit peu des missions de l'association de sensibiliser et puis de former sur la finance responsable. Et donc, dans finance responsable, il y a finance. Donc, c'est aussi un enjeu important de comprendre cet environnement. Voilà pour la présentation des groupes. Peut-être juste, je pense qu'on a oublié un, Sarah, c'est celui sur le réglementaire. Si tu veux peut-être en parler 2-3 minutes avant qu'on passe aux questions-réponses, parce que celui-ci, il est quand même assez actif. Et c'est vrai que je viens de voir qu'on n'avait pas mis de slides. Avec plaisir. Donc effectivement, le groupe de travail réglementaire, c'est un autre groupe dont on n'a pas encore parlé, mais qui rassemble déjà, je crois qu'on est 8, quelque chose comme ça. Il y a Kim, par exemple, qu'on a vu passer tout à l'heure, qui en fait partie, Olivia, moi-même, et on a aussi Mayol, on a plein de monde qui travaille sur ces questions. Pourquoi groupe de travail réglementaire ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a été confronté à des sujets de réponse à des consultations, de réflexion sur des réglementations qui sortent et qui sont assez récentes et assez complexes. Donc, on en discute ensemble. Aujourd'hui, ce groupe, c'est pas mal de discussions sur WhatsApp, c'est des réponses de façon périodique à des consultations. C'est aussi voilà, quelques réflexions en termes de sensibilisation sur ces sujets. Par exemple, le groupe de travail réglementaire m'a permis, moi, de mon côté, comme j'animais un webinaire sur ces questions data plus réglementaire, j'ai eu l'occasion de pouvoir rabattre un petit peu les gens du groupe de travail vers un webinaire qui est gratuit et qui sort maintenant tous les mois. Donc, on essaye voilà, de créer de la sensibilisation sur ces sujets qui puissent être utiles à tous. Sachant que voilà, de la même façon, on a besoin sur un groupe de travail comme ça de pas mal de monde quand il s'agit de répondre à des consultations, de rédiger des articles. Donc, s'il y a des personnes intéressées sur ces sujets, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et sachez en tout cas que si jamais vous ne vous sentez pas encore très à l'aise avec ces sujets-là,
C'est pas forcément grave, au contraire, parce que dans ce cas-là, on peut écrire à 4 mains, entre guillemets, et travailler en équipe. Donc, pour que ceux qui s'y connaissent le moins puissent grandir sur ces questions et que ceux qui s'y connaissent le plus puissent transmettre, partager. Et on a chacun nos expertises. On ne peut pas être excellent sur toutes les réglementations. Donc, c'est un vrai travail d'équipe pour que ça fonctionne. Et Kim, je vois que tu lèves la main. Du coup, je te laisse la parole. Ouais, parce que je sais que tu seras trop modeste pour le dire, comme Olivia, mais il faut dire que le groupe nous a quand même emmené jusqu'à Bercy, hein, parce que sur des consultations, Bercy nous a demandé de venir expliquer nos positions. Donc, ça a été l'occasion avec le ministère de la Transition, d'ailleurs, et Bercy, d'expliquer nos positions sur l'article 29. Donc, c'est un groupe qui commence à avoir une vraie influence. Et voilà, il faut le dire. T'as raison. Il faut parler aussi des victoires. Tu as bien raison. Merci, Kim. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez maintenant des questions sur les groupes de travail, sur les différentes thématiques, sur les organisations, etc. Enfin, n'importe quelle question. On est là pour y répondre. Moi, je veux bien. Du coup, comment ça se passe? On postule, on propose. Comment ça se passe après quand on veut intégrer des groupes de travail? Il suffit d'envoyer un email à soit Sarah, soit moi et dire que vous voulez participer à tel groupe de travail. Après, en fait, aujourd'hui... sur Slack, c'est vrai, pardon, Slack. On reçoit plein de mails, on n'y arrive plus. Ouais, c'est vrai, Slack. Mais sinon aussi, il y a Aurélie maintenant qui rejoint les AFR, qui justement va vraiment aussi coordonner en fait tout ce pôle des groupes de travail et qui va permettre de rediriger les gens en fonction de leurs souhaits sur tel ou tel groupe et puis de les inclure. D'accord. Merci Véronique. Peut-être sur l'organisation, un autre mot. Quand vous êtes sur Slack, sur la gauche, vous avez tous les canaux. Il y a des canaux créés pour chaque groupe de travail. Donc, vous pouvez les rejoindre et mettre un petit mot. Vous aurez du coup d'autres personnes intéressées qui s'y connecteront. Si vous n'êtes pas déjà connecté sur Slack, pensez-y, c'est sympa, c'est promis. Il s'y passe plein de choses. Et de la même façon, quand vous recevez les newsletters, on a un encart sur les groupes de travail avec un petit bouton où vous pouvez cliquer pour rejoindre et ça vous renverra vers un formulaire de mail contact pour nous faire signe que vous souhaitez contribuer sur un groupe de travail. Sachant effectivement que l'idée, c'est que Aurélie fasse un petit peu le chef d'orchestre de tous les groupes de travail pour que ça se mette bien en route, qu'on essaye aussi de standardiser un petit peu la façon dont chaque groupe de travail fonctionne, afin effectivement qu'on ait une cohérence et qu'on puisse aussi assez régulièrement faire des événements de ce type-là pour qu'on puisse parler de l'avancement, que les nouveaux puissent aussi avoir du support quand ils arrivent pour pas qu'ils se sentent trop perdus quand ils rejoignent un groupe de travail qui est déjà pas mal avancé. Et puis qu'on puisse aussi, quelque part, mesurer notre impact parce que chaque livrable qu'on peut produire, chaque action qu'on peut mener, c'est valorisable. Hein, vous le savez, on passe notre temps à parler de mesurer l'immatériel, donc on est en plein dedans sur ces sujets-là. Donc, de la même façon, s'il y a des rois de l'organisation dans l'Assemblée, on a besoin de vous, clairement. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours utile et on a besoin de personnes pour rédiger des comptes rendus, pour suivre l'avancée, pour aussi être un peu accueillant. On parlait tout à l'heure de Simon qui fait un super job sur le sujet chez les CGP. On a besoin d'animateurs qui déchirent. Donc, tous ceux qui sont motivés, n'hésitez pas en tout cas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ne soyez pas timide. Oui, et alors, du coup, Ah, pardon. Je vais laisser... D'accord. Je me demandais pourquoi il n'y avait pas de groupe de travail sur le métier d'analyste extra-financier. C'est une très bonne question. C'est parce que pour l'instant, on n'a aucun analyste qui a voulu se proposer pour créer ce groupe de travail et le leader. Voilà. En fait, tout simplement, aujourd'hui, ceux qui sont actifs, c'est parce qu'effectivement, on avait les compétences en interne pour le faire. Si demain, on a un analyste qui veut le créer, en fait, tout sera possible. Quoi. Mais c'est ça, en fait, où on expliquait, c'est que vraiment, pour nous, toute la communauté, aussi bien adhérents qu'ambassadeur, en fait, peut vraiment avoir un rôle à jouer s'il a envie de le faire et de prendre toutes les initiatives, de proposer toutes les actions, en fait, qu'il a envie de mettre en place au sein de l'association. On est très flexible et très ouvert à ça. Mais voilà, donc c'est pour ça, c'est pareil, on nous avait posé la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un groupe de travail spécifique aux asset managers? Pareil, on est hyper partant pour qu'on puisse l'afficher, mais encore une fois, il faut que quelqu'un puisse le prendre en charge et le coordonner. Donc, voilà. Peut-être du coup dans la continuité
ces groupes de travail qui n'existent pas encore, on a une personne, j'ai perdu son nom, Stéphane, je crois, qui nous a mis un message sur Slack en nous disant il n'y a pas encore de groupe de travail sur les sujets de la data et les sujets un petit peu plus tech. Donc, il a mis un message. Moi, je sais que je serais probablement juste contributeur. Je viendrai écouter pour le plaisir parce que je n'aurai pas trop le temps d'en lire un de plus. Mais on a aussi ce groupe de travail du coup qui commence à émerger. On est quelques personnes qui peuvent être intéressées. Et l'idée, effectivement, s'il y a certaines personnes ici qui veulent créer de nouveaux groupes de travail, mettez-nous un message sur Slack dans le canal groupe de travail. Et comme ça, Aurélie pourra aussi commencer à cartographier les groupes de travail qui pourraient commencer à se lancer. On va pouvoir aussi communiquer dans les newsletters pour que vous puissiez, parce que là on est 32 à cette heure-ci, on est quand même près de 200 dans la communauté, donc comme ça, à travers les newsletters, on parlera de l'intérêt pour ces nouveaux sujets et ça permettra de rassembler à nouveau. Et puis dès qu'on est 3, 4, 5, on peut commencer à lancer des choses. Et je vois que Patricia, tu lèves la main, donc je te laisse la parole. Oui, bonjour. Désolée, ma caméra marche pas bien, donc je peux pas. Vous pouvez pas me voir. Juste, je voulais rebondir sur la question sur les analystes extra-financiers. Si on n'a pas quelqu'un qui peut leader un groupe, est-ce que on peut pas se dire, mais ça vous le faites déjà. Malheureusement, j'arrive pas à suivre toutes les réunions, mais est-ce que ça peut pas être à l'occasion d'un coffee meeting, histoire de déjà enrichir la discussion, d'avoir des partages d'expériences et laisser le temps à un groupe peut-être de se dessiner, mais au moins pouvoir alimenter une discussion. Enfin, c'est une question. Super idée, Patricia, et c'est ce qu'on a fait pour certains groupes de travail, Oui. justement, ça a pas mal fonctionné, donc l'idée est bonne, on peut peut-être partir de cet angle-là, et si jamais tu souhaites prendre le lead. Non, moi je ne suis pas analyste extra-financière, hein, vraiment, moi je serais plutôt contributrice, je pense, ou sur la partie fresque, c'est là où je pense que j'aurai le plus d'input. Non, sur l'analyse extra-financière, moi je peux participer à la discussion en écoutant quelqu'un du métier. En revanche, l'idée un groupe ou une réflexion là-dessus, c'est une question aussi de disponibilité, ça sera compliqué pour moi. Mais ce que je me disais, c'est que sur certains sujets, effectivement, sur l'asset management, il y a pas mal de choses à discuter. Vous avez fait quelque chose sur l'engagement actionnarial. Malheureusement, je n'ai pas pu participer, mais ça, c'est une bonne illustration de ce que peut faire l'asset management sur la prise en compte des critères ESG et vraiment avoir un effet de levier sur ce qui se passe dans le dialogue entre des investisseurs et des entreprises. On voit quand même que la saison des assemblées générales cette année a pas mal secoué certaines entreprises sur les questions environnementales notamment. Total s'est fait pas mal chahuter sur sa stratégie climat et les homologues à l'étranger ont eu aussi maille à partir sur ce sujet. Donc on voit qu'il y a quand même des choses qui se passent côté asset management et coalition d'investisseurs. Donc, je pense que c'est un sujet qui sera intéressant de réévoquer, peut-être pour faire le bilan justement des assemblées générales, peut-être en rassemblant quelques experts, mais on voit que le sujet bouge bien. Tout à fait, Patricia. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut peut-être commencer comme ça. On se garde dans la tête qu'il y a un vrai sujet à mettre en place, probablement pour septembre, parce qu'on va avoir l'été qui arrive. Donc, ce serait dommage qu'on perde du monde, parce que c'est les vacances. Mais ouais, pour septembre, et si grâce à ce groupe de travail, ça déclenche aussi grâce à ce coffee meeting, ça déclenche un groupe de travail, plutôt, on va le faire dans le bon sens, ce serait top. Donc, oui, mais sinon, je me dis, si on n'a pas la possibilité d'animer un groupe de travail, juste un coffee meeting. Non, mais même ou faire une série de coffee meetings autour de ce sujet-là, parce que je n'ai pas la cartographie des ambassadeurs et de leur profil, mais on peut peut-être trouver quelques 2 ou 3 personnes pour un premier coffee meeting, quitte à ce que ce soit suivi par un autre quelques mois plus tard, mais ce qui permet de continuer à avoir une discussion avec un partage d'expérience et peut-être ça pourra créer au fil du temps des vocations pour lancer une réflexion autour d'un groupe de travail, mais déjà ça permet le partage d'expérience. Je vois.
Je vois. Oui, on peut, si on pourrait faire un moment même à part spécifique sur l'asset management, en fait, plutôt pour… Oui, je pense qu'il y a vraiment 2 sujets. Enfin, je Ouais, pense ouais. qu'il faut à la fois, regarder l'analyse extra-financière parce que c'est la traduction, enfin, c'est eux qui sont, à la mise en œuvre des politiques, d'investissement responsable au sein des asset managers. Et il y a un autre sujet que vous avez qui a déjà été traité, mais qui, à mon avis, nécessiterait je pense, de continuer la discussion, c'est sur la question de l'engagement actionnarial, ce qui est quand même Ouais. un peu le bout de la chaîne de ce que peut donner l'analyse extra-financière de ce que la politique d'investissement responsable va amener en termes d'action dans le dialogue entreprise-investisseur. Tout à fait d'accord avec toi, Patricia, sur ce point. C'est un point crucial. Et puis en plus, ça rejoint aussi le pilier 4 du label ISR. Et donc, c'est pas rien. C'est un vrai sujet qui est central, c'est clair. Il y Mais a peut-être que justement, attends, je ne veux pas mobiliser la parole, mais sur ce sujet-là, on peut essayer de trouver des interlocuteurs parmi les investisseurs qui ont été aux avant-postes sur des coalitions d'investisseurs pour voter contre certaines stratégies qui ont été mises en avant. Sur Total, on peut peut-être trouver un investisseur qui nous explique pourquoi il est rentré dans cette coalition, qu'est-ce qui… J'ai déjà échangé avec Aurélie Baudouin de Mescart. Ah, mais très bien. Oui, il y a Aurélie et puis il y a aussi l'IRCONTEC qui était sur ce sujet. Ouais. Et il y a aussi une vidéo que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps de Finance for Tomorrow sur l'engagement actionnarial et il y avait une interview de Ecofi aussi qui a fait Oui, partie. mais voilà, ça fait partie des investisseurs qui sont les plus emblématiques et en général aux avant-postes pour lancer des coalitions d'investisseurs. Tout à fait. Non, mais c'est un très bon point. Effectivement, je pense qu'on pourrait réfléchir à un peu un format de webinaire peut-être interne, spécifique à l'asset management et en dehors des coffee meetings, parce que les coffee meetings, c'est vraiment plus une thématique précise et c'est un membre qui choisit ce qu'il a envie de présenter. Mais là, de faire quelque chose plus centré autour de la… Ok, je pense que c'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Patricia. Bah, moi, j'y participerai dans la mesure du possible, au moins pour discuter, poser des questions. Moi, je n'ai pas eu cette fonction-là dans mon parcours, mais en tout cas, j'ai mené des travaux sur ces sujets, donc, et je suis ces sujets autant que possible. Et ce que je peux faire comme analyse, moi, j'ai mené tout un travail sur l'engagement actionnarial. Ça remonte déjà à 9 ans et enfin, c'est incroyable les progrès qu'il y a eu sur ces sujets et toutes les discussions autour de l'accord de Paris ont vraiment fait monter le sujet à l'agenda. Mais du coup, ça peut être intéressant de traiter ce qui ne peut pas être traité en groupe de travail à proprement parler par des sessions dédiées. Effectivement. Merci Patricia. Ouais, je vois que Stéphanie, tu voulais poser une question. Tu n'as plus le temps. Désolée. Non, j'ai une réunion qui a commencé là. Je ne peux pas faire attendre mon interview. Bon, bah, de toute façon, tu Même pourras posture. contacter. Je vais devoir vous quitter comme il est 10h. Mais Ouais. Merci, au revoir. Salut Stéphanie. Merci. C'est bien, ça nous laisse le temps. Est-ce que peut-être encore une question s'il y a, et puis effectivement après 10h, je pense que ça va être le temps pour tout le monde de commencer sa journée. Moi, je vous quitte, je file en réunion comme il est 10h, mais Olivia, je te laisse prendre soin de tout le monde. Belle journée à tous et un excellent week-end qui se rapproche. À bientôt tout le monde. Salut Sarah. À bientôt, Sarah. Une dernière question, ou sinon on vous laisse commencer votre journée tranquillement. Bon, bah, je crois que c'est bon, il n'y a pas de questions. Et bah, écoutez, merci beaucoup pour votre présence ce matin. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez envie de rejoindre un groupe de travail, comme l'a dit, par email, Slack, ou si vous avez une idée. Voilà, bah, écoutez, un grand merci. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je pense que vous avez tous reçu dans votre boîte mail hier l'apéro à FR pour la semaine du 5 juillet. Donc, n'hésitez pas à remplir votre doodle. Désolée, c'est à Paris. Désolée pour les non-parisiens. Mais charge de revanche.
Ouais, je sais. Mais bon, voilà. Et en septembre, on vous concoctera une plus grosse réunion, date mieux prévue, etc. etc. Mais il faudra chaque venir dans chose le pour sud toi. à ce moment-là. Oui, oui. moi, je serai dans le sud en Bah septembre. oui, en septembre. Ah bah, en septembre, il y a peut-être un projet, Olivia, je crois. Oui, oui, à voir. Bon, voir. bah écoutez, bonne journée à tous. Merci à tous. Au Merci. revoir.